Alors le mot vide, c'est un des mots les plus anciens de la langue. En Occident, ce sont les philosophes grecs qui les premiers se sont interrogés sur ce que représente le vide. Ils l'ont assimilé tantôt au non-être, tantôt au néant, puis on finit par s'accorder pour dire que le vide et le néant, c'était pas la même chose, que le vide a une extension spatiale, une dimensionnalité que le néant ne saurait avoir, et puis ils se sont interrogés sur son existence. Est-ce que le vide existe ou pas? Celui qui a pour un long temps clos l'affaire, c'est Aristote, qui a expliqué que le vide ne pouvait pas exister, et notamment que la nature a horreur du vide. Et cette horreur du vide qu'éprouve la nature a été considérée comme une force capable d'agir sur les objets. Par exemple, comment interprétait-on le fait que quand on prend un verre d'eau par exemple, et qu'on essaie de boire l'eau avec une paille, on aspire dans la paille, et on observe que le liquide, défiant la gravité, monte à l'intérieur de la paille. Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, du temps d'Aristote ou après au Moyen-Âge, on disait finalement, quand on aspire de l'air dans la paille, on diminue la densité de matière, de l'air en l'occurrence, et si on continue, le vide va apparaître. Comme la nature hors du vide, elle demande au liquide de monter à l'intérieur de la paille pour empêcher que ce vide dont elle a horreur apparaisse. Autrement dit, l'horreur que la nature éprouve pour le vide agit en l'occurrence comme un antidépresseur. Bon. Et puis au XVIIe siècle, les physiciens, notamment Galilée, Torricelli, son assistant, et puis en France Blaise Pascal, vont faire des expériences qui démontrent l'existence du vide. En tout cas, d'un certain vide, ce qu'on appellerait aujourd'hui un milieu très raréfié. Ils montrent que, en fait, l'horreur que la nature éprouve pour le vide est simplement due au fait qu'il existe une pression atmosphérique, une pesanteur de l'air très intense. C'est l'équivalent d'une force représentant un poids de 10 tonnes sur un mètre carré. Et c'est la force de cette pression qui fait que, autour de nous, lorsque nous voulons réaliser le vide, dès qu'un orifice apparaît, la pression de l'air fait que l'espace en question est colonisé par l'air, de sorte que le vide ne peut pas apparaître. Et donc il est difficile de faire le vide, ça ne l'empêche pas d'exister. Et ça a été un tournant dans l'histoire de la physique, ça va même être la signature de la naissance de la physique moderne, qui va changer toutes sortes d'explications. Par exemple, quand j'aspire de l'eau, en l'occurrence avec une paille, comment il faut comprendre le phénomène? En disant que la pression atmosphérique appuie sur le liquide qui est dans le verre, elle appuie aussi sur le liquide qui est dans la paille, mais si je diminue la pression dans la paille, la différence de pression va faire que la pression atmosphérique qui s'exerce de haut en bas va faire monter le liquide de bas en haut à l'intérieur de la paille. Donc on renverse complètement l'explication, et ça va être le démarrage de la physique moderne, avec d'abord la mécanique classique, puis au XIXe siècle l'électromagnétisme, théorie de la lumière, et puis au XXe siècle la physique quantique, la théorie de la gravitation d'Einstein, qu'on appelle la relativité générale. Et en fait, on tombe sur une définition du vide qui va être complètement bouleversée. Avant, on disait, le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Oui, mais si on enlève absolument tout, ce qui reste, ça n'est pas le vide, mais le néant. Or, le vide se distingue du néant. Et donc, le vide se définit désormais comme étant ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. De sorte que ce qu'on appelle le vide va dépendre de la théorie physique qu'on choisit comme référence. C'est elle qui va nous dire, voilà ce que vous pouvez retirer, et voilà ce que vous ne pourrez pas retirer. Et ce que vous ne pourrez pas retirer formera ce que vous appellerez le vide. Autrement dit, dans la physique contemporaine, il y a cohabitation d'autant de vides différents qu'il y a de théories différentes. Par exemple, le vide de la théorie d'Einstein de la gravitation, la relativité générale, n'est pas le même que le vide de la physique quantique, qu'on appelle le vide quantique, qui est un espace rempli de particules qu'on appelle virtuelles. Ces deux vides-là sont complètement différents. Mais est-ce qu'on peut imaginer que dans l'univers coexistent plusieurs vides différents? Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a au moins des vides qui contiennent les autres, de sorte qu'il n'est pas vide. Et l'enquête que j'ai menée essaie de clarifier ces questions et montre que si on veut se comprendre correctement quand on parle du vide, il faut d'abord faire ce que Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. C'est ce que tente cet ouvrage.